Parfois, les villageois se réveillent en maudissant déjà les joueurs entre leurs dents. Tout ça à cause de ces maudits voleurs qui débarquent dans les villages sans prévenir et dépouillent l'endroit de tout son bois. Ils ne se soucient pas des villageois. Après avoir obtenu ce qu'ils veulent, ils piétinent même les cultures en partant. Mais malgré cela, les villageois ne peuvent que nettoyer en silence le désordre, car ils savent très bien ce qui arrive quand on met ces joueurs en colère. Pour reconstruire leur maison, le bibliothécaire a suggéré de rassembler du bois. Mais ils sont rapidement tombés dans le désespoir en découvrant que tous les arbres autour du village avaient déjà été abattus par les joueurs. Il ne restait qu'un seul arbre isolé de l'autre côté de la rivière. Tous les trois se sont précipités avec excitation vers l'arbre, mais la seconde d'après, il s'est soudainement effondré. En regardant en bas, ils ont vu deux joueurs mineurs qui passaient par là. Ils avaient abattu avec désinvolture le dernier arbre restant, laissant derrière eux trois pauvres villageois. Ils ont vu une forêt plutôt inquiétante, mais à ce stade, ils n'avaient pas d'autre choix. Pour avoir du bois, ils devaient prendre le risque d'y entrer. Cette forêt était différente des forêts normales. Une brume blanche flottait partout. Des bruits étranges résonnaient de temps en temps. Les villageois n'osaient pas s'attarder. Après avoir ramassé du bois, ils comptaient repartir tout de suite. Mais à ce moment-là, des feuilles ont soudain commencé à flotter sur le sentier devant eux. Les fleurs le long du chemin se sont soudain allumées comme des lampes, brillant d'une lumière jaune pâle. Quelque chose clochait vraiment. Les villageois n'osèrent pas rester une seconde de plus. Ils ont accéléré le pas aussi vite que possible, essayant de revenir sur leurs pas. Mais malheureusement, ils se sont vite perdus dans la forêt, incapables de trouver la sortie. Les villageois se font capturer les uns après les autres. Leur groupe de 5 se réduit à 3 en un rien de temps. Voyant leurs amis se faire capturer un par un, les villageois n'ont d'autre choix que de sauver leur peau. Alors que 2 d'entre eux atteignent enfin la sortie de la forêt, les enfants de la forêt leur bloquent le passage. Étrangement, ils capturent tous les villageois qui ont osé entrer, mais épargnent le fermier devant eux. Peut-être que leur but était de laisser un villageois s'échapper vivant pour avertir les autres au village de ne plus jamais pénétrer dans cette forêt. Il se faufile discrètement dans la forêt, déterminé à sauver ses camarades. C'est alors qu'un poisson tombant du ciel lui indique la bonne direction. En levant les yeux, il voit ses amis suspendus là-haut. Mais à une telle hauteur, il a beau sauter, impossible de les atteindre. Il leur dit d'attendre là pendant qu'il va chercher de l'aide. En passant près d'une souche, il repère une hache en fer familière. Ça le met immédiatement en alerte. Il a un mauvais pressentiment. Plus loin, il y a un feu de camp. C'est sûrement eux. En s'approchant, il trouve le propriétaire de la hache. Comme prévu, une escouade de pillards a installé son camp ici. Le capitaine des pillards s'avance et donne les ordres pour la mission de ce soir. Ils doivent éliminer les enfants de la forêt à tout prix. Première étape, trouver un moyen de détruire leur arbre de vie grisâtre. Leur plan est d'utiliser le feu. Aucun arbre ne survit à un incendie. Alors que d'innombrables flèches enflammées fusquent dans la forêt, toute la forêt est bientôt dévorée par les flammes. Tandis que le feu continue de brûler, l'arbre de vie finit par exposer son noyau vital. Le capitaine ordonne immédiatement à ses hommes de le détruire. C'est la bouée de sauvetage des enfants de la forêt. Naturellement, ils vont se défendre coûte que coûte. En tant qu'enfants de la forêt, leur peau est impénétrable. Même la hache la plus tranchante ne peut les blesser. Ils ne craignent pas non plus le feu. Leur seule faiblesse, c'est le noyau vital de l'arbre lié à chacun d'eux. C'était la source de vie des enfants de la forêt. Ils ripostèrent coûte que coûte. En tant qu'enfants de la forêt, leur peau était impénétrable. Même la hache la plus affûtée ne pouvait leur faire le moindre mal. Ils ne craignaient pas non plus le feu. Leur seule faiblesse, c'était le noyau de vie sur l'arbre relié à chacun d'entre eux. Le capitaine des pillards saisit rapidement sa hache la plus redoutable et abattit un noyau de vie de l'arbre. Puis il l'écrasa de toutes ses forces. L'enfant de la forêt correspondant ne put l'arrêter à temps et fut détruit en même temps que lui. Grâce à cette méthode, ils utilisèrent leur hache pour fracasser facilement les noyaux de vie exposés. En quelques minutes, les pillards se déchaînèrent en furie et détruisirent d'innombrables enfants de la forêt. Pendant ce temps, du côté du villageois, l'incendie de forêt se propagea rapidement jusqu'à l'endroit où il se tenait. Il sortit vite des citrouilles et des melons et utilisa leur humidité pour se protéger des flammes. Les enfants de la forêt virent tout cela. Ils comprirent que le villageois avait peut-être un moyen d'arrêter le feu. Alors l'un d'eux s'approcha discrètement de lui par derrière et lui montra immédiatement des intentions amicales. Puis il proposa de faire équipe pour éliminer les pillards. Le villageois au grand cœur ne garda aucune rancune. Ils se serrèrent la main et il accepta. Après tout, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Les villageois rédigèrent un plan détaillé de lutte contre l'incendie. L'enfant de la forêt fut profondément inspiré. Pour assurer le succès du plan, il libéra volontairement les villageois capturés. Le fermier leur expliqua alors la situation. Les autres villageois acceptèrent tous d'aider à combattre les pillards. Ainsi, avec l'aide des enfants de la forêt, 3 villageois furent tissés à la cime des arbres. Juste au moment où un pillard s'apprêtait à détruire un autre noyau de vie, un seau d'eau froide se déversa sur lui. Les villageois, perchés dans les arbres, jetaient toutes sortes d'objets vers le bas qui s'abattaient sur la tête des pillards. Cela les força à battre en retraite temporairement et à fuir rapidement. Et pour briser complètement le moral des pillards,
les villageois disposèrent astucieusement de la nourriture pour former un visage effrayant. Puis, à l'aide d'une canne à pêche, ils le firent voltiger autour des pillards. L'inconnu provoque toujours une peur supplémentaire. Si votre nourriture arborait soudain un visage effrayant, vous vous enfuiriez probablement aussi vite qu'eux. Même le capitaine des pillards fut pris de panique et s'enfuit avec eux. Mais au moment où les enfants de la forêt et les villageois pensaient que tout était terminé, le capitaine en fuite sembla entendre les villageois faire du bruit. Il arrêta donc immédiatement ses hommes en déroute, saisit un carreau d'arbalète enflammé de l'un d'entre eux et le tira vers la cime de l'arbre. Les flammes ardentes révélèrent rapidement les villageois cachés en haut. Les pillards ont compris. Tout ça n'était qu'une ruse des villageois. Réalisant qu'ils s'étaient donc fait avoir, ils ont fait demi-tour. Pour protéger les villageois, les enfants de la forêt les ont aidés à fuir. Mais cette fois, le capitaine ne les a pas poursuivis. Il a plutôt visé les arbres immobiles dans les cœurs, car en les détruisant, il éliminerait les enfants de la forêt correspondants. Pendant ce temps, les enfants de la forêt ont conduit les villageois jusqu'à la barrière. Pour eux, il y avait là une barrière invisible. Ils ne pouvaient pas partir, ni seuls, ni avec de l'aide. L'enfant de la forêt poussa le fermier dehors, lui disant de partir avec ses amis. Mais comme avant, le fermier était un homme loyal. Il ne pouvait pas rester là à regarder les pillards détruire son ami. Voyant son ami souffrir devant lui, il a soudain trouvé du courage quelque part. Il a tout risqué et s'est élancé. Puis il a sorti son seul outil en fer de son sac et a couru vers le capitaine Pillard avec un regard féroce. Son attitude agressive a fait reculer le capitaine, choqué. Mais quand le fermier a vu la hache dans la main de son adversaire, il s'est soudain calmé. Il a vite battu en retraite tandis que les pillards riaient. Mais le capitaine n'aurait jamais deviné que c'était le véritable plan du villageois. En un instant, l'arbre se mit à grandir à toute vitesse et l'enfant de la forêt correspondant commença lui aussi à s'étendre rapidement. En un clin d'œil, il devint un géant de 100 mètres. Les pillards n'avaient jamais vu une créature aussi massive. Chaque pas qu'il faisait secouait la terre. D'un seul mouvement de bras, il pouvait éliminer des pillards par groupes entiers. Mais ce type méritait vraiment son titre de capitaine des pillards. Il trouva rapidement un moyen de renverser la situation. Avec un objectif clair en tête, il n'avait plus peur. Grâce à des mouvements agiles, il esquiva plusieurs attaques d'affilée. Puis, en sautant à répétition, il atteignit l'épaule du géant. Il ne lui restait plus qu'à attendre le bon moment pour détruire le noyau vital devant lui et abattre ce géant. Mais même si son plan était presque parfait, le fermier n'allait pas se laisser faire. Il chronométra parfaitement son geste et lança de la poudre d'os. La poudre d'os se mit à croître rapidement. Les branches poussèrent et les branches tombantes s'enroulèrent fermement autour du capitaine Pillard. Malgré toutes ses compétences, il avait perdu tout moyen de résister. Il ne pouvait que subir la punition de l'enfant de la forêt, qui le projeta impitoyablement vers le ciel. Au final, une fois de plus, ce sont les pillards qui encaissèrent. Grâce à leur bravoure et leur bonté, les villageois tissèrent un lien profond avec les enfants de la forêt. C'est alors que deux autres joueurs débarquèrent au pire moment. Mais cette fois, quelqu'un était là pour leur rendre la monnaie de leurs pièces. L'enfant de la forêt les suspendit la tête en bas et secoua le bois qu'ils avaient volé au village. Les villageois récupérèrent leurs affaires et les deux joueurs furent repoussés dans leur grotte, renvoyés d'où ils venaient. Grâce à leur lien avec les enfants de la forêt, ils devinrent les nouveaux gardiens du village. Peut-être inspiré par les joueurs, le roi des pingouins a finalement maîtrisé l'utilisation appropriée de l'obsidienne. Avec le portail du Nether construit avec succès, des millions de soldats pingouins ont envahi le monde principal. Ils en avaient assez de la chaleur et de la sécheresse du Nether. Alors chaque créature du monde souterrain s'est déversée dans ce monde. Le roi des pingouins était le dernier à franchir le portail. Il savait parfaitement bien que pour établir une emprise ici, il devait écraser les trois grandes puissances du monde principal et prendre leur place. Le royaume zombie, qui tenait actuellement une réunion, était l'une de ces trois puissances. Leur force ne devait pas être sous-estimée. En s'appuyant sur un système industriel complet et de nombreux artisans, ils pouvaient produire assez d'armures et d'armes en peu de temps pour équiper chaque zombie jusqu'aux dents, formant une force militaire redoutable pour repousser l'invasion du Nether. Le roi zombie avait même enchanté sa lance, lui donnant une vitesse d'attaque beaucoup plus rapide. Maintenant que tout était prêt, il était temps de se diriger vers le champ de bataille. L'énorme armée a commencé à marcher vers les créatures du Nether. Menant la charge, le roi zombie se sentait incroyablement confiant. Il imaginait que vaincre le roi pingouin ferait peur aux mobs du Nether, ce qui ferait de lui le héros qui avait sauvé le monde principal, lui accordant un statut plus élevé que les deux autres rois. Cependant, son beau fantasme a été rapidement anéanti. En arrivant sur le champ de bataille, la scène devant lui a donné la chair de poule. Aussi loin que portait la vue, c'était rempli de soldats pingouins. Ils étaient bien préparés et clairement prêts à se battre. C'était trop tard pour le roi zombie de battre en retraite. Les pingouins du Nether les avaient déjà repérés. Sur ordre du roi pingouin, la bataille était sur le point d'éclater. L'armée de pingouins avance en formation, déferlant vers les troupes zombies comme des sauterelles. Puisqu'il n'y avait pas d'échappatoire,
le roi zombie n'a eu d'autre choix que de mener la charge lui-même. Il galopa à la tête de la cavalerie, suivi par une vague massive d'infanterie. Du côté des piglins, les unités blindées se lancèrent à l'assaut, tandis que les archers tiraient sans relâche depuis l'arrière. En un instant, une pluie de flèches engloutit la cavalerie de première ligne. Seuls quelques cavaliers ont survécu. La bataille venait à peine de commencer, et l'armée zombie était déjà en position d'infériorité. À ce moment, le roi zombie pensait toujours pouvoir renverser la situation seul. Brandissant sa lance enchantée et chevauchant son cheval zombie écarlate, il combattait comme un guerrier légendaire, perçant les rangs ennemis. Face aux créatures volantes enflammées, il utilisait ses propres méthodes pour les abattre du ciel, une par une. Mais il réalisa bientôt avec désespoir que la force d'une seule personne a ses limites. L'armée de pingouins possédait une supériorité numérique absolue, une meilleure coordination au combat et un soutien aérien redoutable. Si cela continuait, les citoyens du royaume zombie seraient probablement anéantis. Alors le roi zombie ordonna rapidement à ses subordonnés de trouver 2 chauves-souris et 2 lettres secrètes. Après avoir rédigé des appels à l'aide, il envoya les chauves-souris à toute vitesse. Une lettre se dirigea vers le pharaon du temple du désert. L'autre fut transmise par les noyés pour atteindre le roi des eaux. Après avoir fait tout cela, le roi zombie lança une nouvelle charge. Mais cette fois, il rencontra un véritable adversaire. Le roi piglin surgit soudainement, prêt à l'affronter de face. En tant que commandant de sa nation, il représentait l'apothéose de la puissance de l'armée pigline. En quelques mouvements seulement, le roi zombie fut désarçonné. Regardant son adversaire s'avancer avec arrogance vers lui, il essaya de se lever et de riposter, mais il fut rapidement remis à terre. Cependant, juste à ce moment, un corps retentit au loin. Une vaste armée de cavaliers du désert déferlait soudain depuis la colline. Voyant cela, l'armée des piglins s'est immédiatement mise en formation et fit attaquer par ses archers de loin. Mais cette fois, les archers du désert ripostèrent instantanément. Leurs flèches étaient imbibées de poison de faiblesse. Chaque soldat piglin atteint s'effondrait bientôt sur le sol. Puisque la cavalerie du désert chevauchait des chameaux, ils pouvaient y porter un archer derrière eux. Cela leur permettait de combattre au corps à corps tout en attaquant de loin. Le roi zombie fut soudainement sauvé aussi. Son sauveur n'était autre que le pharaon qui avait entendu l'appel à l'aide. Avec le soutien de la cavalerie du désert, le cours de la bataille a commencé à basculer. Pendant ce temps, sur la rivière voisine, le roi des noyés arriva avec tous ses subordonnés, se précipitant sur le champ de bataille. Ils utilisaient des cannes à pêche pour traîner les soldats piglins dans l'eau. Puisque les piglins ne savaient pas nager, tomber à l'eau signifiait la mort certaine. En plus des cannes à pêche, les noyés lançaient aussi des tridents de loin. En un clin d'œil, une grande partie des piglins étaient tués ou blessés. Voyant cela, le roi piglin frappa du pied de rage, mais il n'abandonna pas. Il ordonna à quelques serviteurs de retourner rapidement au Nether et en ramena un ghast enchaîné de fer. Une fois que le ghast rejoignit la bataille, il cracha plusieurs boules de feu d'affilée. Chaque tir atteignit sa cible parfaitement. La bataille sembla se tourner à nouveau en leur faveur. Les archers du désert nouvellement arrivés tentèrent une contre-attaque avec leurs flèches, et des essaims de noyés essayèrent d'utiliser des cannes à pêche pour le faire tomber du ciel. Mais toutes les tentatives échouèrent. Heureusement, le roi des noyés repéra le problème. Il remarqua que les soldats piglins tenant les chaînes contrôlèrent le ghast. Donc, la solution était simple. Le roi des zombies mena une charge avec 4 troupes d'élite. Il n'avait besoin que de tuer les 4 piglins contrôlant le ghast pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Cependant, en un instant, seul le roi des zombies restait du groupe d'assaut. Face aux obstacles devant lui, il les franchit à cheval et arriva sous le ghast en un éclair. Puis, sans hésiter, il élimina rapidement les 4 pingouins qui le contrôlaient. Il utilisa ensuite les chaînes pour rediriger les attaques du ghast, laissant les soldats pingouins goûter à leur propre boule de feu. En voyant cela, le roi pingouin sauta immédiatement dans la mêlée, se précipitant droit vers le roi des zombies. Il saisit une chaîne aussi, et une lutte pour le contrôle du ghast s'ensuivit. Cependant, leur lutte blessa accidentellement le ghast. Une épée déviée le frappa par l'arrière. Blessé et terrifié, le ghast s'envola désespérément vers le ciel. En un clin d'œil, ils étaient à des centaines de pieds dans les airs. Une chute de cette hauteur les tuerait peu importe quelle armure ils portaient. Ils devaient donc se cramponner fermement aux chaînes d'une main, tandis qu'ils combattèrent de l'autre. Mais juste à cet instant, 3 blazes apparurent devant le roi des zombies. Même avec une mobilité limitée, le roi des zombies esquiva plusieurs boules de feu et réussit à riposter. Voyant cela, le pharaon ordonna immédiatement à ses archers de fournir du soutien. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement. Le roi des zombies décida de trouver un moyen de revenir au sol. Utilisant la capacité de charge de sa lance, il enroula la chaîne autour des tentacules du ghast. Cela restreignit sa capacité à voler, le forçant à descendre. Cependant, pendant le processus, l'un des tentacules du ghast se libéra et les projeta tous les 2 loin. Sans rien pour arrêter leur chute, tomber de cette hauteur les écraserait à plat. Mais le roi des zombies avait encore un tour dans sa manche. Il saisit sa lance en désespoir de cause et utilisa la compétence de charge pour se propulser vers la rivière. À la fin, l'un s'écrasa dans la terre et l'autre tomba dans l'eau. Avec la chute du roi pingouin, l'armée pingouin se retrouva sans chef et fut rapidement repoussée vers le Nether. Quant au roi des zombies, il allait bien après sa chute dans l'eau. Le roi noyé le sauva et le ramena à terre. Ensuite,
Ils se dirigèrent vers le portail du Nether et l'explosèrent avec de la TNT. Ce faisant, ils repoussèrent avec succès les envahisseurs et défendirent l'intégrité du monde principal.